Bien, donc je propose que nous entamions la journée scientifique avec un fidèle de la journée scientifique. Donc le docteur Pierre Bondil qui va donc vous parler du bien-être, évidemment en cas de cancer de la prostate. Et puis on aura cette première partie qui sera en effet consacrée à ce bien-être avec ses différents aspects, à la fois fonctionnels et psychologiques. Merci, Monsieur le Président, et félicitations. Bienvenue au nouveau bureau aussi. Merci à vous, bonjour. Donc je vais vous traiter, alors d'habitude je parle de sexualité, ben là je ne vais pas vous parler de sexualité, je vais vous parler de bien-être. Ça va changer un petit peu. Alors pas de conflit d'intérêts. Alors de quoi parle-t-on d'abord ? Bien, d'un sentiment général d'agrément, d'épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps ou de l'esprit, et la différence du bonheur, il s'accompagne généralement d'une composante physique. C'est un phénomène subjectif qui renvoie à des composantes cognitives, satisfaction de la vie, et des composantes émotionnelles avec un équilibre entre les affects positifs et les affects négatifs. Et je vous rappelle une chose qui est importante, c'est la définition idéale, mais un peu utopique, de la santé par l'OMS en 1948, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé prise en compte dans sa globalité est associée à la notion de bien-être. Donc il y a vraiment un lien très étroit entre la santé et l'état de bien-être. Tournée vers la qualité de vie, je vais vous en parler, la santé devient la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et s'adapter. Alors bien-être et qualité de vie, ce sont deux concepts clés complémentaires qu'il faut utiliser en médecine clinique. La qualité de vie est une mesure objectivable, puisqu'on a des différentes mesures, tandis que le bien-être, c'est un ressenti, donc c'est essentiellement subjectif. Mais les deux sont indispensables à la médecine moderne actuelle, qui est la médecine de parcours et la médecine personnalisée. Pourquoi ? Parce que ça permet une meilleure individualisation du soin, une approche soignante plus globale qui intègre la prévention, le prendre soin ou le care et le traiter ou le cure, qui est centrée sur les vécus et les besoins de la personne malade et de sa proximologie, qui est plus humaine et non exclusivement technique, et qui implique une écoute active, un dialogue avec le patient et bien sûr aussi le choix éclairé dans le cadre de la démocratie sanitaire. Et enfin et surtout, ce sont des indicateurs objectifs thérapeutiques majeurs qui doivent être faits de l'annonce à l'après-cancer. Donc, rappelons ce que disait Georges Candia, le grand philosophe de la santé, il n'y a pas deux maladies mais que des malades. Et vous voyez cette campagne faite par la Ligue, je suis une personne, pas un cancer, qu'il faut toujours rappeler, qui est fondamental. Alors, quels sont les principes de base pour traiter un cancer ? Bien évidemment, c'est guérir. Et il faut savoir qu'actuellement, en 2025, c'est un malade sur deux qu'on arrive à guérir, donné de l'INCa. Et préserver les parcours de vie avec 4 enjeux prioritaires. Le rétablissement des capacités de l'autonomie fonctionnelle, on a parlé tout à l'heure des fuites urinaires par exemple, la rémission et la réduction des symptômes qu'on appelle la charge ou le fardeau symptomatique, la stratégie de coping, c'est-à-dire faire face et faire avec le cancer, c'est-à-dire l'ajustement et l'adaptation aux vulnérabilités et aux séquelles, y compris, là je prends ma casquette, sur le plan intime, et l'acceptabilité des traitements qui est fondamentale puisqu'on va jouer sur l'adhésion thérapeutique et donc jouer sur le pronostic du cancer. En fait, les parcours de soins, les parcours de vie, ils sont en règle conciliables. Ils ne sont pas du tout opposés, puisque la qualité de vie versus la durée de vie, ce n'est pas contradictoire, mais au contraire, c'est synergique. Et je crois que c'est une chose qu'il faut vraiment intégrer actuellement. Quand on s'occupe du bien-être, on s'occupe aussi de traiter le cancer et on s'améliore, dans de nombreux de cas, le pronostic à durée. Donc le défi contemporain, c'est de concilier le guérir et les souhaits de bien-être de qualité de vie des patients et des couples. Et donc, ça implique qu'il faut vraiment inclure systématiquement les critères qui intégrant ce qui importe le plus aux patients, c'est-à-dire leur vécu quotidien, autrement dit, le concept de l'expérience patient, avec ce qu'on appelle les patientreporters.com, donc les PROMS. Le bien-être a une place centrale et la mesure de la qualité de vie en routine clinique mériterait d'être considérée comme un acte médical et d'ailleurs d'être remboursée à cet effet.
Alors, notion importante pour bien-être et cancer. Je vais parler du bien-être maintenant. Par définition, le patient est le seul à pouvoir définir son bien-être et sa qualité de vie en fonction de ses propres critères de valeur. On est dans le domaine du symptôme, c'est invisible, donc un diagnostic d'interrogatoire ou de questionnaire. Les malades et les partenaires attendent que le professionnel de santé l'aborde en premier, toutes les enquêtes le montrent. Et l'importance que le professionnel de santé soit proactif, c'est-à-dire pour dépister ou traiter tôt tout mal-être, on n'est pas dans le bien-être mais le mal-être, puisqu'il y a une risque de chronisation, s'informer sur les besoins les vécus et informer sur les effets indésirables et les possibilités de prévention. Et c'est un devoir éthique et déontologique vis-à-vis de tous les malades et les couples. Donc la vraie vie, en fait, c'est quoi ? En fait, c'est ça la vraie vie. Ce n'est pas un dialogue de sourds, mais un dialogue de muets. Tout le monde dit c'est important, il faut s'en occuper, mais en fait, on en parle peu. Et en fait, c'est le patient qui nous écoute, d'où le rôle des soins de patient. Mais en fait, je vais même plus loin, c'est surtout la médecine fondée sur les preuves qui devrait nous pousser à ça. Parce que préserver ou rétablir le bien-être fait partie intégrante du traitement du cancer. On n'est pas dans le soin de confort. Ça fait partie des recommandations de bonnes pratiques de l'INCa et de l'OMS. Et c'est un droit de tout patient, je vais y revenir, pour la Société internationale de soins de support. Alors, quels sont maintenant, est-ce que c'est légitime de parler de qualité de vie et de bien-être pour le cancer de prostate ? Alors, je vous montre cette étude, qui est une étude qui était tout de même principe très intéressante. C'est une étude randomisée qui a été faite par nos amis britanniques, où ils ont pris de façon randomisée des groupes homogènes, pour simplifier, de patients qui avaient un cancer de prostate débutant. Ils ont suivi pendant 10 et 15 ans. Et en fait, on voit quoi ? Qu'au bout de 15 ans, finalement, au niveau pronostic, au niveau durée de vie, il n'y a pas de grande différence. Alors, bien sûr, il peut y avoir d'autres choses, mais déjà, on a cette chose. Donc, finalement, un principe de réalité, c'est une excellente nouvelle, puisqu'on vit, et on va vivre de plus en plus longtemps avec un cancer de prostate qui soit traité, qui soit surveillé ou qui soit guéri. Donc, d'où l'importance de stratifier en différentes catégories de risques pour traiter de manière appropriée selon le type de cancer, donc personnaliser les indications thérapeutiques. C'est ce que nous disait notre président d'honneur tout à l'heure. Alors, maintenant, j'ai fait un peu le prérequis de ce qui se passe. Le bien-être est-il secondaire en cas de cancer ? Eh bien, très simple, on s'appuie sur la médecine fondée par l'épreuve. Alors, je vous rappelle que la médecine fondée sur l'épreuve a 3 piliers. Les données de la recherche au moment X, l'expérience clinique du praticien et troisièmement, ce qu'on oublie trop souvent, les préférences du patient et ses savoirs expérientiels. Donc, on va commencer par que nous disent les patients. Oui, c'est une étude australienne qui avait fait 4 ans après, donc une patient randomisée, qui montrait quel était le pire moment quand vous avez un cancer de prostate, les pires vécus. Voyez. Alors bien sûr, il y a eu l'annonce du diagnostic, mais aussi qu'est-ce qui va m'arriver au niveau effet indésirable et ma vie sexuelle, qu'est-ce qui va se passer. Voyez. Et lorsqu'on demandait comment on peut faire pour améliorer cela, c'est très clair. Il faut peut-être expliquer et informer. Voilà, c'est très simple. Donc, pas compliqué. Ça répond aux demandes. Et arrêtez de faire, j'ai pas le temps de vous expliquer. Voilà un peu de documentation. C'est pas une bonne façon de faire du soin. Après, toujours dans les pires vécus, finalement, ce qui ressortait le plus, c'était tout le côté des effets indésirables sexuels et urinaires, surtout, et psychorelationnels. Mais ceux-là, psychorelationnels, ils sont trop souvent passés à la trappe. Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, vous voyez que dans à peu près 40% des cas, on voit que l'inquiétude de la famille, l'inquiétude personnelle est vraiment très présente. D'où l'importance à nouveau d'une prévention, c'est-à-dire une information multinodale, d'une éducation thérapeutique du patient et des réponses soignantes qui sont possibles. Donc en fait, tout ça, on peut le prévenir. Il y a des solutions. Vous voyez, donc c'est tout de même incroyable de ne pas le faire. Là, c'est une étude qui a été faite, qui date de 2013, mais ça n'a pas changé, je peux vous le dire, qui est remarquée au niveau des différents pays européens. Vous voyez, on était un petit peu dans l'Europa de Homo, déjà à cette époque-là probablement, et on voit que 80% des patients qui avaient un cancer de prostate disaient finalement, j'ai des besoins et ces besoins ne sont pas satisfaits. Et quand on prend tous les cancers, je peux vous dire, chez les Canadiens, on retrouve les mêmes choses. Enfin, peut-être pas 80% maintenant, ça s'est amélioré, mais en gros, c'est un patient sur 2. Et quand on voit un petit peu ces difficultés, bien sûr, il y a dans les soins de support, et vous voyez que le côté psychologique est tout de même 2 patients sur 3 qu'on trouve, l'information, et on retrouve bien évidemment les effets indésirables au niveau prostatique qui sont banals. Donc il ne faut surtout pas oublier les événements indésirables non prostatiques. Alors,
Deuxième pilier qui est les données de la recherche. Que nous disent les données de la recherche sur le bien-être est-il secondaire en cas de cancer? Alors je vais très vite là-dessus, c'est le risque de dépression. C'est un exemple d'une cohorte danoise où vous voyez que en noir, c'est la population standard, témoin, et plus vous avez la radiothérapie en rouge, la radiothérapie avec une prostatectomie radicale en rouge, prostatectomie radicale plus radiothérapie de rattrapage en bleu, et lorsqu'on rajoute un traitement hormonal, vous voyez qu'on monte à pratiquement 30%. J'insiste pas parce qu'on va nous présenter ça tout à l'heure. Et j'ai regardé, j'ai regardé un petit peu les recommandations de l'EAU et des sociétés européennes. Et finalement, on se rend compte de quoi? Vous voyez, on parle beaucoup des effets indésirables généraux, enfin beaucoup, on parle un peu des effets indésirables généraux quand on fait tous ces questionnaires qui nous permettent d'évaluer la qualité de vie. On parle des effets indésirables prostatiques, on parle peu du bien-être, qu'il soit physique, émotionnel, social et fonctionnel. Et puis en fait, le couple et le bien-être, vous voyez, pratiquement, ça n'apparaît pas dans les recommandations officielles. Et ça, c'est 2025, c'est la recommandation de 2025 de l'AU qui, toi, déjà fait des choses pas mal, il faut reconnaître, mais là, il y a du retard. Alors, quand on regarde toujours comment ça se passe au niveau des populations, alors c'est une étude australienne où les patients ont été suivis pendant 7 moments avec des échelles de qualité de vie de façon régulière en fonction du traitement du cancer localisé. Et pendant 15 ans. Vous voyez. Donc, en fait, vous voyez, on voit qu'au niveau des troubles urinaires, finalement, il n'y a pas de grande différence entre les traitements. On voit que sur la fonction sexuelle et l'impact sur la vie sexuelle, là, c'est là où il y en a le plus avec les différents traitements, quels qu'ils soient, notamment avec la prostatectomie radicale. Et quand on est sur les effets digestifs, vous voyez, il y en a moins. Et quand on fait de la surveillance active, vous voyez tout de même que ça fait une sacrée différence entre la surveillance active et les autres au niveau fonctionnel. On est bien d'accord, fonctionnel. Mais ce sont des gens qui ont un suivi de 15 ans tout de même. Donc, leur conclusion est simple, les cliniciens et les patients doivent tenir compte de ces résultats à long terme en matière de qualité de vie lorsqu'ils prennent des décisions de traitement. C'est ce qui a été dit tout ce matin, donc vous voyez, bon sang. Donc là, je fais l'épreuve de la recherche. Alors, est-ce que la qualité de vie est un critère du choix du traitement? Alors, je reprends ce qu'on avait fait avec le comité de la santé invalide de l'ANAMACAP, où on avait dit de poser la question qu'est-ce qui est le plus important? C'est nous qui nous intéressons, savoir aussi la vie intime et de couple. Mais en fait, quand vous voyez qu'entre la guérison, la durée de vie et la qualité de vie, finalement, il n'y a pas de grande différence. Et tout de même, il y avait 50% de réponses, donc 591 réponses, c'était pas mal. Même si on voit qu'il y a des petites nuances, puisque la guérison, entre important et très important, c'est plus important. Mais enfin, vous avez tout de même pratiquement 9 patients sur 10 qui disent la qualité de vie, c'est quelque chose d'important. Quels sont les critères prioritaires pour une prise de décision partagée? Alors oui, ça c'est une revue systématique de la littérature, on est toujours dans les données d'épreuve, qui regarde un petit peu et qui montre, lorsqu'on fait de la revue, vous voyez, c'est 11 revues sur 14, qui montrent que la qualité de vie est très importante, que la survie globale est importante, et puis les effets indésirables, 1 sur 2. Donc, oui. Et quand on va étudier chez les groupes plus âgés, alors là, à ce moment-là, on voit que la qualité de vie augmente, et c'est assez légitime par rapport à la survie globale. Donc, la qualité de vie et la survie globale apparaissent des critères plus importants que la survie sans progression et sans maladie pour la prévention des effets secondaires graves et persistants du traitement. Tout ça est parfaitement logique. Après, autre problème, c'est la différence de perception entre les médecins et les malades. On voit qu'ils sont très nets pour le désir sexuel, la fatigue, la douleur, les troubles, mais pas de changement tellement entre le court et le long terme. Et donc, c'est l'importance du concept expérience patient, c'est-à-dire toute mesure de l'état de santé du patient qui est rapportée directement par le patient sans passer par un soignant ou une tierce personne. Alors oui, dans cette étude-là, je vais montrer bien évidemment, on voit qu'une fois sur deux, en gros, il y a une correspondance entre la priorité du patient et ce que pense le professionnel de santé. Donc, conclusion, les professionnels de santé ont une mauvaise perception des priorités de leurs patients. L'implication, pour réaliser des soins centrés sur le patient, c'est simple, il faut poser la question. Pas très compliqué. Quelles sont leurs priorités? Alors, vous savez, les PROM, c'est les Patient Reported Outcomes, donc on l'utilise. On commence à l'utiliser sur la qualité de vie, les symptômes, le côté fonctionnel, la satisfaction, l'adhésion au traitement et la perception de l'efficacité du traitement. Alors, ça, toujours, puisque je suis toujours dans la façon, les données de la littérature, je trouve que c'est très intéressant, puisque ça montre qu'une augmentation de l'affect positif est associée à une survie plus longue et une mortalité plus faible en cas de cancer. C'est-à-dire que lorsqu'on s'occupe un petit peu du bien-être, ou plutôt qu'on corrige le mal-être,
on va améliorer le traitement du cancer et on améliore la durée de vie. Et ça a été montré, je ne vais pas en dire, mais ça a été montré également en cardiologie, donc tout le côté optimiste, etc. Donc le bonheur, le bien-être, l'émotion physique sont des facteurs pronostiques protecteurs pour la mortalité et des effets positifs sur la durée de vie. Enfin, troisième pilier, les expériences cliniques. Alors, où est-ce qu'il faut positionner le bien-être et la qualité de vie ? Dans les soins de support, voilà, c'est simple, je vous rappelle que les soins de support, c'est l'ensemble des soins et soutiens qui sont nécessaires pendant et après la maladie. M. Bergeron vous l'a dit tout à l'heure, il repose sur l'analyse globale de vos besoins, donc si vous ne posez pas la question, vous ne savez pas, et il vise à vous assurer la meilleure qualité de vie possible sur les plans physiques, psychologiques et social et intimes. Ils prennent en compte la diversité de vos besoins ainsi de votre entourage et ils font partie intégrante de votre traitement, ils ne sont ni secondaires ni optionnels. Donc c'est obligatoire, c'est simple, donc le bien-être c'est obligatoire. Ils concernent tous les soins qui permettent de gérer les conséquences de la maladie et des traitements. Et bien sûr, ils sont utilisés à partir du diagnostic jusqu'à l'après-cancer ou en phase palliative. Donc vraiment, il y a un changement de paradigme, mais qui a des difficultés à s'imposer actuellement. C'est que les soins oncologiques de support, ils font partie intégrante du traitement de tout cancer. Ils sont même actuellement un critère de certification, l'accès aux soins de support en oncologie pour l'INCa. Et c'est un droit pour tous les patients avec un cancer. Je vais vous revenir dessus. Alors, ne jamais oublier la partenaire. Là, c'est une méta-analyse, mais Catherine Solano va nous en parler tout à l'heure, qui montre qu'en fait, un aidant, qui est souvent en fait le partenaire, enfin une partenaire, a une dépression, donc chez l'aidant. Donc, le partenaire est tout autant concerné par ce problème de bien-être, d'autant plus qu'elle est elle-même un déterminant du bien-être et de la qualité de vie du malade. Elle intervient dans la situation de la vie intime du couple, mais c'est aussi un paramètre déterminant de santé pour le patient et pour le cancer. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement important. Et je vous rappelle l'éditorial du Journal of Clinical Oncology en 2013 qui montrait que le mariage, en fait, c'était le fait d'être en couple. Vous voyez, c'est une étude sur 2 millions de personnes. Hein, et aussi protecteur que les chimiothérapies dans le traitement du cancer. Donc vous voyez, de s'occuper du bien-être, ce n'est pas du tout anodin, c'est pas faire du cancer. Du confort, c'est faire du traitement du cancer. C'est vraiment très important. Je rappelle aussi tout de même que dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, tout ça, regardez, c'est limité, c'est une des 5 priorités, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie. Vous voyez, il y en a tout plein, donc j'insiste pas là-dessus. Alors, quels sont les constats qu'on peut faire au niveau de l'evidence-based medicine en 2025 avec le bien-être et cancer de prostate ? Les besoins et les demandes, ils sont très clairement identifiés, que ce soit le patient ou le partenaire. Les réponses soignantes, elles sont clairement pas ou peu satisfaisantes. La médecine de parcours centrée sur les besoins de la personne et ses proches, en réalité, elle n'est pas concrétisée au quotidien. Hein, c'est ce qui se passe. Il y a une légitimité de la demande de soins en qualité de vie, mais c'est pour tous les patients, hein, même ceux qui sont en soins palliatifs, et au contraire, c'est à ce moment-là où il faut faire le plus du soin de support. L'information est un problème majeur actuellement, parce qu'il y a un déficit et il y a une désinformation croissante qu'il faut vraiment s'opposer. Et en plus, n'oublions pas, c'est qu'il y a d'une très forte inégalité et iniquité, qu'elle soit genrée, qu'elle soit sociale, qu'elle soit géographique. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, l'expérience patient, les programmes, ils sont très peu utilisés. Donc, est-ce que mon avis vous intéresse ? Donc, vous voyez, il faut poser la question au patient, parce que le patient devient un acteur de sa santé et un partenaire de soins. Alors, pour conclure, c'est un devoir pour tout professionnel de s'enquérir du bien-être pour répondre aux besoins non satisfaits en soins de support. Et ça, c'est l'INCa qui le dit. C'est une recommandation de bonne pratique, c'est l'OMS, et l'INCa en particulier. C'est un droit pour toute personne ayant un cancer, et ça, c'est la MASC, qui est la Société internationale de soins de support. Il est nécessaire de faire une graduation des besoins car les solutions sont souvent efficaces et souvent les besoins sont assez simples, hein, c'est informer, rassurer, c'est la moitié des demandes, il faut un peu. Donc c'est accessible à une majorité de malades et de professionnels de santé. Il y a le rôle moteur et partenarial des associations de patients et là vous avez toute la place de l'ANAMACAP par exemple, hein, vraiment, qui devient maintenant un partenaire et un acteur au niveau des soins de support. Et les mots-clés en 2025, c'est soins de support, traitement obligatoire du cancer,
concept, expérience, patient, désinformation et mésinformation, iniquité, inégalité. Donc, vous voyez, pour répondre à la question, est-ce que c'est secondaire? Vous avez bien compris que la question, c'est pas du tout secondaire. Ça fait partie du traitement du cancer. Et je vous ai mis à chaque fois la petite image verte, qui en fait, c'est, rappelons que ce sont les priorités mondiales de l'OMS dans le cadre de le développement durable, les objectifs de développement durable. Vous voyez, dans l'objectif numéro 3, c'est la bonne santé et le bien-être, permettent à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Je vous remercie.